Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Parlons indépendantisme québécois, si vous le voulez bien. L'histoire de cette idéologie, comme pour n'importe quelle autre, ne suit jamais un cheminement linéaire. Cette idée politique a connu des moments de forte intensité mobilisatrice, puis des périodes d'éclipse. C'est du reste, pour l'essentiel, le travail des penseurs du politicien, heure de l'agitation des patriotes, a connu ce qui semble une longue période de latence, puis s'est réinstallé solidement dans le paysage politique avec la Révolution tranquille. Un premier tome allant de 1834 à 1968 est paru en 2010 chez VLB éditeur sous le titre Histoire intellectuelle de l'indépendantisme. Le deuxième tome vient compléter le premier en poursuivant de 1900. Nous en parle. Mathieu, bonjour. Bonjour. 2 tomes et vous avez donc participé dans les 2. Et le premier parle de quoi? Alors, le point de départ de cette réflexion, c'est qu'on a l'habitude de... C'est un livre dirigé, soit dit en passant, par Charles-Philippe Courtois, qui est historien, Denis Monnière, on est un politologue bien connu, oui. Et Robert Comeau, historien bien connu lui aussi. Donc, c'est un livre qui part de l'idée suivante, c'est que si la question nationale s'est imposée à nous tous depuis longtemps, nous en connaissons mal l'histoire. Nous connaissons mal l'histoire de la question nationale et de son évolution et de ses métamorphoses. Et conséquemment, nous connaissons aussi mal l'histoire de l'idée d'indépendance. Le récit officiel de l'indépendantisme québécois fait débuter cette idée en 1960 et assiste donc de 0% en 1960 à 49,4% en 1995 avec des hauts et des bas à travers ça. Comme si c'était une idée qui était absolument contemporaine de la Révolution tranquille. C'est encore une fois dans le sillage de la Révolution tranquille qui fait Québec année zéro. Oui, voilà, c'est-à-dire c'est l'espèce de grand mythe de la table rase, en fait de la grande noirceur qui vient avec celui de la table rase. Donc le Québec d'avant 60 n'a aucun intérêt, le passé pré-révolutionnaire du Québec n'a aucun intérêt et conséquemment tout ce qui a de l'intérêt commence en 1960 et ce qui pourrait marquer une continuité entre les deux périodes est suspect parce que ça charrie de l'ancien dans le nouveau. Or, ce projet intellectuel, dirigé, comme je l'ai dit, par Courtois, Monnière et Comeau, propose une autre lecture de l'idée d'indépendance, et j'y ai collaboré. L'idée est la suivante, c'est de retracer l'évolution, les mutations de l'idée d'indépendance au Québec, en sachant qu'elle s'est incarnée de plusieurs manières, à travers plusieurs discours politiques. Elle était portée en disant l'idée d'indépendance. Parce que si l'idéologie indépendantiste telle qu'on la connaît à partir des années 60, c'est une chose, associée au RIN, aux premiers penseurs de l'indépendantisme comme Marcel Chaput, Raymond Barbeau, André d'Allemagne et tout ça, l'idée d'indépendance, elle, va connaître une espèce d'histoire beaucoup plus complexe et beaucoup plus diffuse dans l'histoire du Québec. C'est-à-dire, à certains moments, elle revient hanter le débat politique sans pour autant prendre la forme d'une idéologie. À d'autres moments, on pourrait dire, c'est le cas chez d'Honoré Mercier. Honoré Mercier, grand premier ministre canadien-français, premier grand premier ministre canadien-français d'après la Confédération, qui va être tenté par l'idée d'indépendance, sera tenté par cette idée sans pour autant la concrétiser pour mille et une raisons que l'on connaît. Mais je parlais d'idéologie parce que en fait, je vous fais une confession, j'ai piqué ça sur le site internet de l'éditeur VLB. Ah là là, mais vous voyez, quelquefois il arrive que l'éditeur lui-même utilise le mot inadéquat. Mais que le journaliste ne fasse pas son travail adéquat non plus. Je suis là pour corriger cela. Alors, ensuite, il y a, on pourrait dire Duplessis, qui va avoir une tentation de l'indépendance présente chez Duplessis à certains moments. Le livre, faut le dire, ne se concentre pas sur la tentation indépendantiste, non plus que les désirs latents d'indépendance au Québec. Sur l'articulation de l'idée, en fait. C'est quand l'idée est explicite et devient projet qu'elle apparaît dans le livre. Et là, on la retrace, donc, de 1834, donc, de l'espèce de l'élan indépendantiste qui, dans la dynamique des patriotes. On parle des 92 résolutions, j'imagine, qui sont le mouvement fondateur. Oui, tout comme mais ce qui est assez intéressant, je dirais, c'est qu'évidemment, on parle des patriotes, c'est inévitable qu'on parle des patriotes. Mais notez aussi que lorsque l'indépendantisme contemporain se cherchait les ancêtres, les seuls qu'il était prêt à se reconnaître, c'était les ancêtres venant des, justement, c'est les patriotes. Les patriotes n'étaient pas indépendantistes, il n'y avait pas de quoi être indépendant, il n'y avait pas le Haut et le Bas-Canada à l'époque. Il y avait une tentation indépendante. Oui, il y avait le Bas-Canada, il y avait une tentation indépendantiste réelle. Ça, vous avez raison. Assez présente, inévitable, peut-on dire, après la conquête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après l'échec des patriotes, quelquefois on dit tout ça meurt, tout ça entre en hibernation et n'existe plus. Et remplacé par le grand catholicisme ultramontain. Voilà. Or, on peut suivre à la trace l'idée d'indépendance à travers
à travers l'histoire du Québec. Autrement dit, il y a une histoire de l'idée d'indépendance de 1840 à 1960. C'est étrange, mais dans cette période où apparemment la pensée politique n'a existé que sous le registre de la conservation aplatie, un peu stérile, il y a aussi à travers cette période une histoire de l'indépendance. Et d'ailleurs, il y a des noms qui apparaissent qui, moi, m'étaient complètement inconnus. Jules-Paul Tardivel. Bon, il y a Lionel Groulx et notre avenir politique, ça c'est connu. Paul Bouchard, aucune idée. François Hertel, on connaît. Dostaler, on connaît. Wilfrid Morin, je connaissais pas du tout. Raoul Roy, pas du tout. Et vous avez écrit quelque chose sur Marcel Chaput. Oui, ça c'était dans le premier tome. Marcel Chaput, qui me semble une des figures intellectuelles les plus une figure intellectuelle et politique les plus importantes du Québec moderne. Oui. Parce que Marcel Chaput, c'est un homme de l'ancien Canada français. C'est un homme qui en a la culture, c'est un homme qui en a les habitudes. Il n'aimera pas particulièrement les révolutions contre-culturelles de la fin des années 60. Il parlera des jeunes qui se font pousser les cheveux à ce moment et qui renoncent au code traditionnel de l'élégance comme des têtes de vadrouille. Il va s'inquiéter de cette contre-culture et tout ça. Donc c'est un homme au niveau culturel qui porte l'ancien Canada français. Mais qui en 1960 est le premier à moderniser, je dirais, le vieux nationalisme et à le faire passer à une nouvelle étape. C'est-à-dire avec lui, il y a rupture et continuité dans le nationalisme. Il n'y a pas que modernisation du vieux nationalisme, il y a aussi rupture dans le rapport à l'indépendance. Est-ce qu'on peut dire que c'est le gond entre l'ancien et le nouveau? Oui, c'est très juste, parce que c'est avec lui que l'idée d'indépendance, peut-on dire, renaît comme une fin en soi. On aurait pu le dire aussi avec Raymond Barbeau. Mais Raymond Barbeau, par ses travaux des années qui précèdent, ils font l'Alliance Laurentienne, le premier mouvement indépendantiste moderne en 57. Raymond Barbeau réussit à moderniser l'idée d'indépendance, mais ne parvient pas à l'affranchir d'un contenu social. Donc Barbeau va nous dire l'indépendance c'est nécessaire, mais elle doit s'accompagner du corporatisme, elle doit s'accompagner d'une série de propositions. Et Chaput arrive en 60, écrit un livre magnifique, Pourquoi je suis séparatiste, c'est le premier livre indépendantiste que j'ai lu d'ailleurs. Ça, oui. Et il nous dit... L'indépendance est une fin en elle-même. Elle est valable en soi. Autrement dit, c'était une idée qui circulait, par exemple, dans les travaux, les cours de Maurice Séguin, des historiens de l'École de Montréal. Mais chez Chaput, dans le champ politique, et lui-même va connaître une espèce de destin un peu héroïque, il va quitter la fonction publique fédérale pour vivre et faire la promotion de l'indépendance. Il va avoir un parcours, il va ensuite fonder le RIN, va fonder le premier parti indépendantiste moderne, c'est lui qui le fonde, c'est le Parti républicain du Québec. Oui. Donc, il va ensuite revenir au RIN. René Lévesque ne voudra pas vraiment de Chaput parce qu'on va considérer qu'il est sulfureux, c'est l'indépendantiste du début des années 60, ne sera pas bien accueilli par Lévesque. Sulfureux alors qu'il veut pas les têtes de vadrouille. Au contraire. Mais parce qu'il y a une espèce il y a un côté très radical chez lui, hein, dira-t-on. Par exemple, il va s'opposer à la loi 101 de 1977 en disant qu'elle est trop modérée. Donc, vous voyez un peu le portrait. On aurait dû le nommer à la Cour suprême du Canada. Ah, il n'avait pas ce point de vue, je crois. Alors, ce qui est intéressant quand on voit une figure comme Chaput, c'est qu'on voit comment se transforme l'idée d'indépendance et comment elle s'affranchit des projets sociaux qui chercheraient à l'inféoder. Oui. Donc, l'indépendance pour le social, l'indépendance pour l'écologie, dirait-on aujourd'hui. Chez Chaput, l'indépendance, comme agir par soi collectif, je reprends le langage de Séguin, apparaît comme horizon. Donc ça, je me suis intéressé à ça dans le premier tome pour une raison simple, c'est qu'il représente effectivement un point de rencontre, une figure de continuité entre le Québec ancien et le Québec moderne. Tout comme, pourrait-on dire, bien sur un autre registre, René Lévesque. Je suis très intéressé, quant à moi, par ces figures de continuité dans l'histoire intellectuelle du nationalisme québécois, à ces figures qui remettent en question le mythe de la grande rupture, et c'est pour la même raison que j'ai travaillé sur Jean-Marc Léger dans le deuxième tome. Et on va y arriver, Mathieu Bocoté. On parlait pour l'instant du premier tome de l'histoire intellectuelle de l'indépendantisme paru chez VLB Éditeur en 2010 et qui va de 1834 à 1968. Et le deuxième tome qu'on va aborder maintenant fait 1968 à 2010. 68, la date veut dire quoi? La fondation du Parti québécois. Forcément. C'est-à-dire, quand on fait l'histoire de l'idée de l'indépendance dans la Révolution tranquille, il y a un point de départ. Enfin, il y a un double point de départ possible. Il y a 1957 avec Raymond Barbeau, ou il y a 1960 avec le RIN. Oui. Mais, donc, il y a une espèce de période où se développe l'idée d'indépendance dans la société québécoise. Et on notera d'ailleurs, pour ceux qui ont étudié cette période, lorsque cette idée apparaît, on ne dit pas « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle idée étrange! Pourquoi cette idée apparaît-elle? » On dit « Ah non, pas encore ça. » C'est une résurgence du microbe. Eh bien, on dit « Mon Dieu, c'est pas mort cette affaire-là. » Et Chaput dit, dans « Pourquoi je suis séparatiste » en 60, il dit « Pourquoi...
on nous dira que cette idée revient à chaque génération. Oui. Il serait peut-être temps de se demander pourquoi. Parce qu'elle représente probablement la pulsion de vie dans la conscience québécoise, dans l'identité québécoise. Et l'hantise du Canada anglais. Ben, bien sûr, Québec, en tout cas. Oui, mais même au Québec même les élites intellectuelles québécoises, les élites politiques connaissent ça, parce que certaines d'entre elles, par exemple, il y a eu un moment séparatiste dans les années 30. Oui. Et vous parliez de Paul Bouchard, le moment séparatiste des années 30, c'est un moment assez fascisant d'ailleurs, c'est assez marqué, c'est-à-dire il faut, quand on regarde cette période, c'est assez inquiétant. L'indépendance prend les couleurs de l'époque. On peut dire d'ailleurs que l'indépendance prend toujours les couleurs de l'époque d'une manière ou de l'autre. En 60, c'était social-démocrate. Ben oui, puis je dirais, puis en 1920, c'est le vieux nationaliste grouxien de l'ère du principe. Je dirais, c'est le principe des nationalités inavouées dans la pensée canadienne-française, parce que le catholicisme n'était pas très ouvert au principe des nationalités. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'indépendance se teinte ce genre. Donc les gens qui dans les années 60 voient Chappuis et sa bande arriver, ils se disent bon Dieu, c'est pas mort ça. Certains d'entre eux ont déjà fricoté avec cette idée. Certains d'entre eux ont déjà joué avec cette idée et en ont le souvenir. Ils en ont de mauvais souvenirs d'ailleurs. Ou encore ils ont des regrets. Ils ont quelquefois mauvaise conscience. C'est le cas d'un André Laurando qui va jouer avec cette idée. Il aurait été indépendantiste plus jeune, à l'époque des Jeunes Canada. Et lorsqu'il voit apparaître cette idée-là, il y a comme une mauvaise conscience qui traîne chez lui. Pour quelle raison? Comme s'il y avait peut-être le sentiment d'une démission, comme s'il y avait aussi l'idée, voilà un excès de jeunesse que je comprends mais qui n'est pas raisonnable. Comme si la liberté politique du Canada français n'était pas raisonnable et qu'il fallait plutôt s'installer dans une culture du compromis et de l'arrangement. Devenir adulte, en somme. Ben, je crois qu'il y a chez André Laurando, il y a cette idée que le compromis est davantage conforme à nos intérêts politiques qu'un élan vers l'indépendance. D'où sa participation à la commission Laurando-Danton. Bien sûr, et certains diront que c'est ce qui va le tuer d'ailleurs. Biculturalisme, tout à fait. Mais donc ce qui est intéressant, c'est que au début des années 60, l'idée reparaît, on la voit en 67, elle connaît, en fait en 66, elle est testée électoralement pour la première fois avec le RIN et le RN, le Ralliement national, parti indépendantiste de droite, et le RIN de Bourgault. Et ce qu'on voit pendant cette période, et c'est assez intéressant, c'est qu'on commence à se familiariser avec l'idée, qui a une popularité chez les élites intellectuelles. Et en 68, le héros de la Révolution tranquillement. En 67, René Lévesque quitte le Parti libéral pour fonder le mouvement Souveraineté Association. Et en 68, il fonde le Parti québécois. Et ça, c'est assez important comme moment, parce que l'indépendance trouve alors le véhicule politique qui lui permettra de rassembler le nationalisme québécois autour de cette idée, autour de ce projet. Et à partir de là, ce qui est intéressant, donc le deuxième tome, 68 et compagnie, c'est que l'idée d'indépendance n'est plus seulement l'objet d'une spéculation entre intellectuels, non plus que l'objet d'une revendication protestataire dans la rue, non plus seulement le fait d'une passion nationaliste brûlante qui a toujours animé certains des nôtres. Non, l'idée d'indépendance devient un projet et il faut désormais réfléchir à sa concrétisation. Il faut désormais réfléchir à son inscription dans le réel. Donc l'indépendance quitte le registre du pur idéal et s'inscrit désormais dans le registre du pouvoir. Mais le problème aussi consiste à rassembler toutes les différentes tendances. Ah, et ben voilà, ça va être un problème et on voit ça quand on consulte ces deux ouvrages. Ce qui est intéressant, c'est l'incroyable diversité du camp indépendantiste. On peut le dire en 1968. Il y a en 68, au moment de créer le PQ, trois grands mouvements souverainistes. Il y en a d'autres, mais il y en a trois principaux. Il y a le RIN, qui est le fondateur, peut-on dire, qui est rendu assez à gauche, assez marqué à gauche avec Pierre Bourgault et tout ça, donc un indépendantisme socialisant qui joue à la Révolution. Il y a ensuite le MSA, le Mouvement Souveraineté Association, centriste, un peu technocratique, démocratique très certainement, porté par René Lévesque. Et ça, ce sont les notables et les bons bourgeois libéraux qui sont tentés par l'indépendance. Et il y a enfin le Ralliement national, qui est une dissidence droitière. De Jules Grégoire. D'ailleurs, ça c'est intéressant, je dis en parenthèse. Dans l'histoire de l'idée d'indépendance, très rapidement, le clivage gauche-droite apparaît. Quand le Parti républicain de Marcel Chaput est créé, c'est parce qu'on considère que le RIN est déjà trop à gauche. Et ensuite, quand le RN est fondé, c'est parce qu'on considère que le RIN est trop à gauche. Donc, très rapidement, les indépendantistes se divisent et l'indépendantiste de gauche dit... L'indépendance est là pour accomplir soit la révolution, un projet de société singulier, et le propre de l'indépendantiste de droite, après Raymond Barbeau,
après Raymond Barbeau, je le précise, le propre d'un indépendantiste plus conservateur, c'est de faire de l'indépendance un bien en soi. Donc l'indépendantiste de gauche voit l'indépendance comme un moyen. Pour l'indépendantiste conservateur, l'indépendance est un bien en soi. Donc ça témoigne d'un rapport différent aux politiques tout à fait même. différent. Alors, je dis, là je reviens sur un point central, en 68, il y a une diversité de mouvements indépendantistes, il y a une diversité de sensibilités indépendantistes. Il y a des gens qui ont une sensibilité plus radicale, plus révolutionnaire, qui s'accommoderont jamais vraiment du PQ. Il y a des gens qui sont si conservateurs qui vont jamais accepter le côté plus social-démocrate du PQ. Et il y a sinon cette coalition bizarre, hétéroclite et étrange rassemblée par le charisme de René Lévesque et par l'idée que l'indépendance est possible bientôt. Mathieu Bock-Côté, vous parliez dans le premier tome de l'histoire intellectuelle de l'indépendantisme, paru chez VLB éditeur, d'abord le premier en 2010, le deuxième en 2012. Donc dans le premier, vous parliez de Marcel Chaput, dans le deuxième, vous parlez de Jean-Marc Léger. Oui. C'est un des pères de la francophonie, j'imagine. Ah ben oui, absolument. C'est lui qui en a eu l'idée. Jean-Marc Léger, c'est une figure assez intéressante dans l'histoire de la pensée québécoise. Parce que c'est un homme qui se voit comme un héritier direct de Lionel Groulx, et d'ailleurs, il ne reniera jamais cette filiation, à la différence de plusieurs. Il intériorise par ailleurs une partie de la rupture grouxienne, c'est-à-dire celle de l'école de Montréal, donc Brunet, Séguin, Frégo, et ainsi de suite, en intériorisant l'indépendance. Il pousse, je dirais, le grouxisme jusqu'à l'indépendance, mais sans abandonner un certain traditionnalisme social. Lionel Groulx n'était pas indépendantiste? Ah, c'est intéressant ça. Lionel Groulx, dans les années 20, est indépendantiste. Oui. À d'autres moments de sa vie, il flirte avec l'idée d'indépendance. Mais disons qu'il a été indépendantiste explicitement dans les années 20, dans la période de notre avenir politique, qui est un des moments de pensée politique les plus féconds dans l'histoire du Québec. Vous noterez ainsi, vous voulez voir une pensée politique québécoise qui fait l'expérience du réel et l'exercice du réel. Eh bien, il faut lire les travaux des années 20 de l'Action française de Montréal et principalement le grand rapport Notre avenir politique. Alors revenons à Jean-Marc Léger. Oui, alors Jean-Marc Léger hérite d'une certaine manière du grouxisme. Et il le modernise. Il l'intègre dans la révolution française. Il l'intègre dans la révolution tranquille. Vous êtes irrédentiste, mon cher. Vaguement. Il l'intègre dans la... Québec libéral. Alors, il intègre le grouxisme dans la révolution tranquille. Il va lui-même être il va être journaliste pendant la révolution tranquille au Devoir. Il va ensuite être un mandarin de l'État québécois. Il va jouer un rôle assez majeur, peut-on dire. Et il écrit au début des années 80, donc on peut suivre toute une série de ses écrits. Mais au début des années 90, Jean-Marc Léger, qui est déjà un vieil homme, écrit un livre vers l'indépendance. Oui. On est au début des années 90. Qu'est-ce que c'est le début des années 90? C'est la grande période d'effervescence constitutionnelle. C'est-à-dire, il y a eu la tentative de Meach, enfin, on retrace. En 82, il y a le coup de force, le coup d'État de Trudeau, le rapatriement unilatéral de la Constitution. En 84, Mulroney est élu avec la promesse de Meach. 87-90, Meach échoue. Enfin, en 90, Meach échoue. Et là, il y a une grande période d'effervescence constitutionnelle, nationaliste, et ainsi de suite. Et Jean-Marc Léger, comme tant d'autres, comme un plaidoyer pour l'indépendance du Québec à ce moment-là. Et à travers ce plaidoyer pour l'indépendance, il récapitule sa vision de l'histoire du Québec, sa vision de la modernisation québécoise, sa vision de l'identité québécoise, sa vision de la place du catholicisme au Québec, sa vision de la nation. Et ce qu'on voit, c'est que Léger propose une critique, un des premiers à formuler une critique, je dirais, des effets délétères de l'hypermodernité sur la nation québécoise. Il dit une nation qui veut se vider il le dit avant même le débat post-référendaire sur ces questions. Il dit une nation qui veut se vider de ses contenus culturels, qui rompt exagérément avec son passé, qui est incapable d'avoir un rapport fructueux avec son héritage, même religieux, dit-il. Mais c'est une nation qui va perdre peu à peu de son identité, de sa capacité intégratrice et même de son élan vital vers l'indépendance. Donc Léger, on est en 93, et il voit dans l'indépendance. Donc l'échec référendaire n'a pas eu lieu, la déclaration de Parisot n'a pas eu lieu, rien de tout ça n'a eu lieu, mais il devine, si je peux dire, toute une série de débats et de controverses qui vont suivre le référendum. Parce qu'il voit quelles sont la part de contradiction qu'il peut y avoir entre un certain progressisme, ce n'est pas son vocabulaire, et je dirais le nationalisme québécois d'enracinement. Est-ce qu'il a été ostracisé pour cela ou pas? Pas jusqu'en 95. Et ça, c'est intéressant. Jusqu'à 95, c'est un homme qui sert le Québec, c'est un homme honorable, qui a sa place dans le débat public. Après 95, il va subir le sort, même un peu avant Yves Michaud, le sort, appelons ça, des compagnons de route de l'indépendantisme traditionnel. Donc Yves Michaud, Jean-Marc Léger,
quelques autres, on pourrait dire François Albert-Ranger, mais lui était déjà disqualifié depuis un moment dans le débat public. Oui. Ces figures seront assimilées désormais à une forme de traditionnalisme indépendantisme avec lequel on doit rompre. Parce qu'ils sont vus comme périmés, désuets. Ils ont fait l'ancienne guerre, ils sont pas de bienvenus dans la nouvelle. Et là, on va voir une série de ruptures supplémentaires avec Fernand Dumont, avec la mémoire de Groulx, avec Fernand Dumont, avec tout le nationalisme culturel. Mais on peut dire que Léger est une des premières victimes de la bataille du multiculturalisme qui suit le référendum. Il intervient un peu après 95 dans les débats sur la définition de la nation et de l'identité, mais très rapidement, sa contribution est discartée, comme on dirait. Elle est disqualifiée. On dit ça ne nous intéresse pas. Et pourtant, lorsqu'on relit l'œuvre de Léger, et surtout ce livre dont je parle dans l'histoire intellectuelle de l'indépendantisme. Le titre déjà? Vers l'indépendance, dans l'histoire intellectuelle de l'indépendantisme, on voit qu'il y a une critique anticipée, exagérée quelquefois, mais une critique anticipée des effets délétères de la modernité radicale sur l'identité nationale. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est quelqu'un dont on parlera encore davantage, peut-être dans un troisième volume dans 50 ans. Mathieu Bock-Côté, vous nous parliez donc des 2 volumes de l'histoire intellectuelle de l'indépendantisme parus chez VLB, le premier en 2010, qui va de 1834 à 1968, le deuxième volume 2 qui sort qui sort la semaine prochaine, je crois, en début de semaine, et au mois de novembre, bien sûr. Je me permettrai de dire, vous savez, c'est Noël bientôt. Vous avez tous un oncle un oncle indépendantiste qui a connu René Lévesque. Et puis qui s'intéresse à ces questions-là. N'est-ce pas le moment de lui offrir ces 2 livres? Je suis persuadé qu'il les appréciera. Mathieu, je vous engage comme publiciste pour Radio Ville-Marie. Vous ferez certainement une très bonne job. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Et voilà donc qui termine le Midi Actualité.